Ah, vous étiez là? Ben non, vous voyez, je m'amuse, mais c'est pas moi qu'il faut venir voir pour les porte-avions. Alors, une avec moi au fort, on va faire un petit tour en porte-avions, mais avec quelqu'un d'un petit peu plus doué que moi. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à Nagasaki, dans le port de Satikos. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière. On pourrait considérer que c'est plus des vidéos didactiques que stratégiques. Néanmoins, je vais la rentrer dans le cadre des considérations stratégiques puisque nous allons parler de porte-avions. Et plus précisément de porte-avions japonais. Alors, les porte-avions japonais, tout d'abord, l'arbre se présente comme ça. On commence au tier 4, le Hosho, Zuio, Ryujo, Iryu, etc., avec un premium, le Kaga. Bien. Lorsque l'on démarre les porte-avions, la grosse difficulté, outre la mécanique de jeu qui est très différente, bien sûr, des autres navires, la grosse difficulté va être de gérer, tout d'abord, les informations qu'on a et de gérer son navire déjà au port pour savoir quelle configuration lui mettre, comment agir pour que votre porte-avions soit le plus efficace possible. Alors, évidemment, le premier que l'on obtient, c'est le Hosho. Vous pouvez constater que, voilà, il n'y a pas grand-chose à gérer. On a une coque supplémentaire, un chasseur supplémentaire, un chasseur amélioré et un bombardier torpilleur amélioré. Très bien, ça c'est ok. Alors, quelle est la différence entre nos deux porte-avions, le Hosho et le Zuio, puisqu'on va s'intéresser à ces deux premiers qui sont les deux premiers navires de l'arbre technologique et qui ont la particularité d'avoir une gestion des combats automatisée. Disons que vous ciblez l'ennemi, comment dirais-je, vos équipages se chargent du reste. D'abord, la différence entre les deux. En termes de point de vie, bien sûr, le navire qui est le suivant, le tier 5, sera forcément supérieur. En termes de point de vie, 31 800 pour 36 500. En termes d'aviation embarquée, là je parle d'avions de renfort, d'avions de remplacement. 24 sur le Hosho, 30 sur le Zuio. En termes de vitesse, ça se tient, 25 nœuds, 28 nœuds, le Zuio est un poil plus rapide. En termes de détectabilité, 8 km pour l'un, 9 km pour deux, là encore, ça se tient tout à fait. Là, on commence à parler un petit peu plus technique, c'est les capacités et les configurations de l'un et de l'autre. Le Hosho n'a qu'une seule configuration possible, un mode, on dira un mode. C'est-à-dire qu'il peut embarquer un chasseur et deux bombardiers torpilleurs. Globalement, vous le voyez en dessous sur la munition et consommable, le chasseur et deux torpilleurs. Vous n'avez pas de bombeur, vous n'avez pas de bombardier. C'est comme ça, voilà. Wargaming a décidé. Pour le Zuio, c'est un tout petit peu différent, puisque vous avez deux modes. Et là, vous commencez à vous familiariser avec ce que sera comment dirais-je, l'une des gestions des porte-avions, c'est sous quel mode faut-il mieux se présenter? Est-ce qu'il faut privilégier les chasseurs? Est-ce qu'il faut privilégier les bombeurs? Est-ce qu'il faut privilégier les torpilleurs?
faut privilégier l'attaque des navires ou la défense de la flotte, ou la défense du porte-avions, ou la défense de ses propres, de ses propres avions. Ça, c'est tout le problème qui se pose aux pilotes de porte-avions. Le Zuio a donc deux configurations, une configuration chasseur, une de torpilleur et deux de bombardier. La deuxième, qui est censée être une innovation et une amélioration, va vous proposer un chasseur, deux torpilleurs au lieu d'un seul, et un bombardier au lieu de deux. Ça, c'est la possibilité que vous allez avoir quand vous êtes à la tête du porte-avions. Sachant, et je vous le précise tout de suite, on va aller voir mon commandant de Ryujo, qui est la troisième évolution, enfin le troisième navire que vous avez sur l'arbre, n'est pas préparé. Je viens d'acheter le Ryujo, donc vous voyez, il est complètement stock. Mais quand vous regardez l'arbre de compétences du commandant, le quatrième point, supériorité aérienne, va vous rajouter un chasseur et un bombardier en piqué. Inutile de vous dire que ça vous donne une supériorité énorme en termes de porte-avions quand vous obtenez ce fameux quatrième point. Et attendez-vous à ce que vos adversaires l'aient. Donc si vous ne l'avez pas, il va falloir ruser. Maintenant que on a présenté le principe, on va passer en bataille. Pas besoin de rentrer dans les détails, il n'était pas question de vous faire l'historique de ces navires, mais on va passer en bataille pour analyser la stratégie de l'un et de l'autre. On va commencer par le Hosho, donc le navire le plus basique, le porte-avions le plus moisi de l'arbre technologique japonais, et voir ce qu'on peut en tirer, et le Zuio ensuite, pas le Ryujo, le Zuio, le tier 5, et dans les deux cas, on va voir comment on peut adapter sa stratégie aux qualités et aux faiblesses de ces deux porte-avions. A tout de suite en bataille. Voilà, nous sommes partis. Donc nous sommes à bord du Hosho. C'est le porte-avions de tier 4. Configuration traditionnelle en ce qui concerne la carte, puisque nous sommes sur la map des îles Salomon. Donc ça, c'est le petit tiers de service, tier 3, tier 4, qu'on trouve assez souvent, voire parfois tier 5. Papy, alors on va aller regarder où il envoie ses avions. Grosso modo, il s'en va spotter. Alors c'est intéressant de juger parce que Papy est un très bon joueur de porte-avions. Et moi, je suis un très médiocre joueur de porte-avions. Et traditionnellement, mes chasseurs, je les envoie au centre, moi. Et bizarrement, j'essaie de prendre l'information au centre. Mais alors, je ne sais pas s'il fait ça régulièrement sur cette map, mais vous voyez, j'apprends en même temps que vous. Donc là visiblement, il a décidé, mais c'est peut-être aussi parce qu'il s'est aperçu, quand on regarde la minimap, que l'ensemble de l'équipe fonce vers le point H2. Là, le chasseur, on va vite se mettre sur le chasseur. Le chasseur va chercher les torpilleurs. Alors, ce sont des torpilleurs d'un autre show. Donc là, il y a égalité. Configuration inhabituelle. Habituellement, dans les petits tiers, on a souvent des doubles configurations de porte-avions, des duos de porte-avions. Et c'est souvent de leur entente que dépend la bataille. Là, c'est Hosho contre Hosho. Donc, le chasseur, vous voyez, a fait fuir les torpilleurs ennemis. Par contre, il a la paix pour attaquer avec ses torpilleurs le Turenne. Et là, le chasseur ennemi pourra faire ce qu'il veut. Donc vous voyez qu'il envoie effectivement, il a envoyé ses torpilles, pas sur le même angle. Il a anticipé effectivement la course du Turenne, le virage du Turenne. Là, le chasseur ennemi est en train de poursuivre les torpilleurs. Il a réussi à en tuer deux quand même, des torpilleurs. Alors, là aussi, cas particulier, les tiers 4 et tiers 5 en porte-avions n'ont pas de stripe. Ils ont le tir automatique à tous les niveaux, y compris les chasseurs. Alors là, c'est un peu l'offensif, celui qui attaque qui est un peu privilégié. Mais grosso modo, les deux chasseurs là sont relativement à égalité. Il semblerait, vu les
tirs qu'il y a... Non, ça va. Le chasseur ennemi, vous voyez, a eu l'erreur de ne pas aller vers ces navires, les 3 Turenne. Il aurait peut-être pu bénéficier de leur maigre entière. Bon, ils se sont... Il a détruit des chasseurs ennemis pendant que ces chasseurs reviennent en vol. On va les voir, vous voyez, ces torpilleurs reviennent recharger. Ils rechargent et les chasseurs, eux, récupèrent. Donc là, on a quand même le gros push, mais c'est essentiellement il y a 2 Bellérophons et 3 croiseurs, plus un J101 pour attaquer 3 Turenne et un Karlsruhe. L'avantage est tout de même un petit peu au cuirassé, là, des rouges, même s'il y a un Turenne qui a pris très très cher. Et déjà, on revient voir, déjà les 2 torpilleurs sont sur le pied de guerre et s'apprêtent à aller un petit peu semer la confusion ici, je présume. Pour l'instant, il est fait passer, on regarde, il est fait passer au centre. Prendre d'informations. Le chasseur, il l'a renvoyé sur son porte-avions pour qu'il redevienne... il se reconstitue complètement et va le relancer. Là, le chasseur ennemi, totalement détruit, avait récupéré un petit peu en avance. Donc là, ça risque d'être un peu chaud pour les torpilleurs de Papy. Néanmoins, il s'en prend un deuxième Turenne. Torpille lancé. Et 2 torpilles au but. Turenne a plutôt bien encaissé les 2 torpilles au but. On revoit à nouveau 2 nouvelles torpilles. Cette fois, le Turenne tourne. Il devrait en prendre qu'une. Voire, ouais, une. 3e torpille. Donc on est quand même à 6 torpilles, plus une inondation. Le chasseur interdit aux chasseurs ennemis de venir enquiquiner comment dirais-je, ces torpilleurs. Vous voyez que sur un plan strictement stratégique, le chasseur n'a même pas besoin d'attaquer. Il se contente de faire du spot et il a gagné une première bataille. Il a donc calmé le haut chaud ennemi en lui expliquant que non, c'était une mauvaise idée. Le haut chaud de Papy continue à suivre la flotte. Ça, c'est important. Stratégiquement, il est derrière la flotte, derrière tout ce pack. Il n'y a pas grand-chose à craindre. On voit souvent sur cette map les porte-avions rester à leur place, c'est-à-dire ici, quelque part, ou alors aller carrément au bout, comme si ça changeait quelque chose. Là, le chasseur fait bonne garde. Vous voyez, les torpilleurs, ils vont se faire... ils ne peuvent pas attaquer. Ils peuvent pas attaquer, sauf si le chasseur rouge vient intercepter. Mais c'est assez risqué et péril. Et voilà, il repart. Il a perdu beaucoup trop d'avions, le haut chaud rouge. Et pendant ce temps, Papy a reconstitué déjà ses torpilleurs. Le haut chaud est totalement muet. Il est coincé. Alors là, Papy a dû simplement... voilà, il n'a pas réagi tout de suite parce qu'il devait donner des ordres à ses torpilleurs. Là, il revient sur son chasseur. Il le ramène. Est-ce qu'il va aller protéger Storozevoy? Non, le Storozevoy est mort. Par contre, le torpilleur va prendre très cher parce que le chasseur ennemi n'a pas protégé. Voilà, là ça y est, donc le torpilleur va pouvoir agir. Mais pendant ce temps, Papy, qui est déjà à 43 000 de dégâts quand même, va pouvoir s'attaquer au Kaiser qui maintenant s'est mis en première ligne. Intéressant. Alors, en ce qui concerne le combat de chasseurs, là, c'est sensiblement égalité. Et les torpilles sur le Kaiser, 1, 2 et peut-être 2 de plus. Les torpilles du haut chaud, vous voyez, ne font pas excessivement mal. Bon, c'est 6000 qu'à chaque fois. Mais il n'y a pas énormément d'inondations. Hein. Là, et j'ai l'impression que ce sont les chasseurs du haut chaud rouge qui ont gagné la deuxième bataille. Ouais, ce sont eux. Donc du coup, le haut chaud a pu faire ses dégâts à la torpille. Et Papy est toujours au bon endroit, vous voyez, alors que le haut chaud rouge est probablement le dernier endroit où il a été vu, c'est ici. Est-ce qu'il a bougé? Donc là, pour l'instant, on voit que la stratégie
Even. Alors, ceci dit, Papy a déjà réalisé, il a dû voir qu'effectivement, deux Phoenix et un Colberg étaient très salement touchés. La flotte pourrait se craquer et en plus, leur cap est attaqué. Alors, que va faire Papy? Probablement protéger le cap, parce que c'est son job en tant que... Je suppose qu'il va aller... Voilà, oui, ça va, c'est lui qui a la vitesse d'intervention la plus rapide. Alors, voyons un petit peu. Le frère Ruang se met dans son nuage. Rappelons que le tir n'est qu'automatique, donc s'il est dans le nuage, il ne pourra pas lui tirer dessus. Par contre, le frère Ruang a tendance à oublier qu'il a un nuage le suit, mais jusqu'à une certaine limite, et qu'il reste malgré tout spoté. Il va falloir qu'il ralentisse, sinon il va se faire... Eh ben oui, il est sorti du nuage. Grosse erreur. Frère Ruang a fait une grosse boulette. Alors est-ce que Papy va pouvoir en profiter? Il a laissé son entier allumé, ce qui perturbe un petit peu le tir. Mais, alors voyons comment le frère Ruang va éviter les torpilles. Voilà, il lui a envoyé... En plus, le Phoenix était dans l'alignement. Et là, il va envoyer des torpilles dans l'autre sens. Obligeant... Ouais, le frère Ruang évite bien. D'ailleurs, les deux ont évité de lâcher de torpilles. Compliqué, même quand on est un très bon joueur de porte-avions, le lancement automatique est assez perturbant et assez agaçant. Cette fois, la conquête du cap se fait de plus en plus précise. Ça oblige la flotte, qui a fait un beau living train quand même, hein, à ce point-là. Ils ont des résultats, ils ont ouvert tout à fait le flanc. Gros avantage pour l'équipe rouge, qui en plus se permet de tirer sur Papy. Je suppose que c'est le Phoenix qui tire sur... Ouais, ça doit être le Phoenix qui lui tire dessus, parce que c'est le seul qui a la portée. Il y a des torpilles qui arrivent sur Papy. Ouais, il les a évités. Torpille par l'arrière. Et voilà les torpilles du frère Ruang. Alors, est-ce qu'il va arriver à torpiller Non, il envoie ses torpilles ailleurs. Il laisse la flotte se charger de décaper et il lance ses torpilles pour aller sortir les cuirassés ennemis. Il a fait une partie tout à fait déjà, en termes de dégâts, il a fait déjà une partie énorme en tier 4. Hein. Torpille au but sur le Turenne. Et une deuxième qui devrait... ouais, le Turenne va-t-il tourner? Ouais, non, là. Le Turenne a de la chance. Par contre, Karlsruhe, on aura peut-être un peu moins. Oh, Seigneur, le Karlsruhe a eu de la chance. Torpillon dépopé juste devant lui. On peut dire qu'il a de la chance, Karlsruhe. Alors, pendant ce temps, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que Papy a envoyé ses chasseurs pour spotter le frère Ruang. Mais résultat, il a perdu ses derniers chasseurs. Il ne peut plus faire de spot pour ses partenaires. La partie est très très mal engagée, là. Hein. Il reste plus grand chose en termes de... Là, il a déjà plus de chasseurs, Papy. Donc, que va-t-il faire de ses torpilleurs? Est-ce qu'il va essayer de sortir... Ramène son torpilleur vers son porte-avions. Bénéficier de l'anti-air du porte-avions. Une anti-air qui est quand même assez relative sur le Hosho. Hein. Alors, j'ai vu que les torpilles étaient parties. Il va essayer quand même de finir des dégâts. Sortir le Turenne. Voilà, il a réussi à couler. Cuirassé ennemi envoyé par le fond. Alors, les torpilles l'ont raté de très peu. Il a fait explosion sur le Turenne. C'est vrai qu'avec une seule torpille, il a fait beaucoup de dégâts. Apparemment, ça y est, la base a été protégée. Par contre, Papy est très, comment dirais-je? Oui, voilà, le Phoenix lui est dessus. Et bon, ça va, il a encore un pool de points de vie important. Ils ont repoussé l'attaque ennemie.
Et il avait mis une inondation sur un autre Turenne. Le résultat des courses, 90 000 de dégâts quand même. Alors il y en a un qui lui demande. C'est qui lui demande de venir? Sobol, c'est voilà, c'est le Bellérophon qui demande au Haut-Chaud, qui s'est beaucoup engagé. Ouais, parce que là le Haut-Chaud va être sous le feu du Saint-Louis. Qu'est-ce qu'il fait le Haut-Chaud? Il aurait, ouais, il aurait pu éventuellement. Là, il va tenter de faire demi-tour. Ouais, ouais, petite erreur de Papy éventuellement. Ou alors peut-être c'était voulu. C'est son goût aussi d'être au combat, au contact. Là, les torpilles viennent le chercher. Et il en évite qu'une. Il n'a plus ni nom dit, il a réparé tout de suite. Et voilà le Saint-Louis maintenant. Qui se met sur lui et qui va pouvoir éventuellement le finir. Parce que là, franchement, avec les salves du Saint-Louis, alors à moins que Papy arrive à le sortir. Ah oui, bien, les torpilles là. Boum. Et ça, le Saint-Louis était tellement focus sur lui que il n'a pas imaginé que le porte-avions avait des griffes encore. Boum boum. Ah, aïe aïe aïe, il n'a pas réussi. Il obtient gros calibre. Mais il va être sorti, je présume. Je pense que c'est quand même une petite erreur de sa part. Il s'est laissé emporter par le mouvement. Et allez, il s'est mis à l'abri. Le Saint-Louis ne peut pas le finir. Et le Saint-Louis a une inondation. Et il l'a arrêté, in extremis. Il a failli faire son troisième kill. Une grosse partie du Haut-Chaud qui sont peut-être en plus en train de retourner la game là. Est-ce que le G100 va réussir à sortir le Saint-Louis? Oui, c'est fait. Donc la game est complètement retournée. Et le Haut-Chaud en très mauvais état, mais encore bien vivace. Il a encore des griffes. Le Turenne est sorti par le courbet, donc la partie est maintenant. Il reste plus qu'à aller chercher le Haut-Chaud ennemi, quoi. Là, normalement. Alors là, il se passe plus grand chose. C'est un petit moment de vide. Les deux torpilleurs sur le Phoenix. Est-ce qu'il aura besoin des deux? On va regarder. Ouch. Il fait semblant d'attaquer et il lance les torpilles de l'autre côté. Phoenix qui s'occupe que de celui qui lui tourne autour va devoir maintenant oui, tir croisé. Vous voyez, ça c'est un cas d'école. Hein. On est vraiment dans un cas d'école. Là, le Phoenix n'a aucune chance. Troisième kill. Croiseur ennemi détruit. Ça, c'est vraiment, il n'avait aucune chance. Il reste plus donc un Arkansas Beta. En d'autres termes, Arkansas Beta, en fait, c'est un Wyoming un peu amélioré. C'est un premium qui était offert à ceux qui qui s'inscrivaient au jeu, qui devenaient des comment dirais-je, des abonnés. Voilà, je trouvais chercher mon mot. Les abonnés au jeu avant que la clause bêta, la bêta test s'arrête. Donc moi je l'ai eu, mais sur un autre compte, l'Arkansas Beta, quand je me suis inscrit dans le jeu. C'était un remerciement. C'est un fantastique cuirassé, qui fait très très mal. Et donc c'est un joueur qui est là depuis quasiment le tout début du jeu. Alors oui, notre Haut-Chaud, notre Haut-Chaud, regardez un peu. On va regarder ça. Voilà. Le Haut-Chaud, il est tout au bout. Alors, je n'ai pas besoin de voir le menu contextuel, merci. Il est en train d'aller chercher. Oui, il est tout au bout. Il s'est allé se mettre là-bas. Là, risque de ne pas le trouver. De toute façon, l'Arkansas est à l'autre bout. Hein, et il est quasiment mort. Voilà, plus d'Arkansas. Le G100 à la coulée. Reste à terminer le porte-avions.
Stratégiquement, on a vu hein, le gros avantage du mouvement, suivre sa flotte, même en petit tiers. De toute façon, il vaut mieux le faire dès le début pour apprendre à jouer. Et vous voyez que le Osho avait suivi son Arkansas Beta. Et maintenant, il se retrouve tout seul, un peu démuni. Mais bon, la partie étant terminée, je vois pas comment le Osho pourrait renverser la partie. Les choses vont vite aller. Donc là, a priori, peut-être même que c'est Papy qui va se faire le kill. 115 500 de dégâts. Rien que dans cette bataille, pour un tier 4, vous voyez que c'est possible. Même avec un porte-avions de très bas tiers, quoi. Le premier porte-avions que l'on peut obtenir, japonais, qui n'est pas, à mon sens, très avantagé par rapport au porte-avions américain, qui lui bénéficie de mémoire de 2 chasseurs et un bombeur, je crois. Il a une configuration un peu différente. En plus, ces chasseurs ont un avion de plus par escadre. C'est beaucoup. Il faudra que je fasse la même chose avec des porte-avions américains. Voilà, là, le Osho ne peut pas tourner, donc il n'est pas obligé de faire un torpillage croisé. Voilà. 2 torpilles en sulky. Porte-avions ennemi détruit. Fin de la bataille. On passe aux écrans. De retour au port, de retour avec le Juillot. Un Juillot qui a une configuration très, comment dirais-je, préhistorique pour un porte-avions, puisque vous voyez que le poste de commandement est là, le poste et on n'a pas d'îlot comme il y aura par la suite. On est vraiment dans le cas de figure où on a un navire, un porte-avions est un navire normal sur lequel on a posé un pont d'envol, tout simplement. Allez, les écrans. Donc c'est une victoire, bien sûr, on l'a vu, avec 4 kills quand même, ce qui est assez costaud, c'est bien. 1127 points de dégâts, carrément 1128. J'attire votre attention à vous qui débutez, qui avez l'intention de démarrer les porte-avions, que vous voyez que c'est possible, ça vous donne de la marge. Il ne faut pas vous laisser abattre, au contraire, il faut au contraire considérer que c'est possible, il y a moyen de faire des choses sympas. Moi, quand je faisais 70 000 de dégâts avec mon Osho, j'étais très content, vous voyez, hein, bon. Il est largement premier, bien sûr, 400 points d'XP de base au-dessus du second. C'est énorme, c'est vraiment très très fort. 36 000 de dégâts sur un Turenne. Alors on va regarder, avant on regarde, il a fait, parce que ce qui est intéressant, 41 km. Sur une toute petite map. Il a tanké pour 262 000 de dégâts. Voilà. Oui, ça, tanker un porte-avions, ça tank, mais généralement, quand il commence à tanker, c'est généralement, il n'en a plus pour longtemps. Lui, il a tanké, il s'en est sorti quand même. En termes de dégâts, donc, il a détruit... alors ici, il a utilisé 20 avions pour faire 116 830 de dégâts. 68 torpilles larguées pour 8 inondations qui ont fait 11 000 de dégâts. En termes d'inondation, donc on l'a vu, il n'y a pas de bombardier sur le Osho. Donc on a à peu près tout vu, sachant que ces 4 kills sont un Phoenix, le Osho ennemi et les 2 Turenne. 2 Turenne, je regarde, 24 000 de dégâts sur le Kaiser, 22 000 sur un Saint-Louis. Ouais, le Phoenix, il a juste terminé. Hein. Voilà pour les écrans de cette bataille. Donc on va passer maintenant aux Zuio. Là, la configuration, on l'a vu, était un petit peu différente. Et pour autant, la stratégie va être sensiblement la même. Parce que maintenant qu'on a vu comment Papy jouait, on peut s'attendre à ce qu'il joue exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il va utiliser son Zuio pour faire de la badade, beaucoup de kilomètres, mais dans l'intention de faire des dégâts. Alors, on met le Zuio à l'écran. Voilà, c'est le mien. Là aussi, le pont de commandement, le poste de commandement est en bas. C'est parti, en avant pour la bataille. Alors, voilà, nous sommes partis. Nous sommes donc avec le Zuio, le tier 5.
Donc le tiers suivant, dans une configuration un chasseur, deux torpilleurs et un bombardier. Zuyo associé à un bog, c'est-à-dire la même chose en face, Zuyo associé à un bog. Donc là, le bog, normalement, avec ses chasseurs, est le roi du pétrole. Le tout, pour le Zuyo, va être effectivement d'éviter la confrontation avec le bog et éventuellement d'apporter un soutien avec ses chasseurs au bog allié, de manière à prendre très vite la maîtrise de l'air. Donc là, on va, vous voyez, on a un cas classique là. Donc on a vu on a entreaperçu, on va le revoir. Vous voyez, le Zuyo change très vite de place. Dans l'absolu, les places possibles pour les porte-avions sont celles-ci. Si vous regardez la minimap, et ici. Là, Papy, on va voir comment réagit. En tout cas, il suit la flotte à pleine vitesse. Le Zuyo est beaucoup plus rapide que le bog. Donc il suit la flotte, c'est une façon de parler. Il la précède presque parce que là, il a suivi les deux destroyers. Hein, on va revoir la minimap, je vous l'agrandis. Les deux destroyers sont l'un dans la passe des DD, ici, et ils bénéficient du spot du chasseur. Les deux torpilleurs et le bomber, quand on regarde la minimap, vont ici essayer d'apporter le soutien, ou pas d'ailleurs, parce que Papy semble avoir réfléchi et trouvé que c'était mieux d'attaquer éventuellement l'aigle. En tout cas, ils sont au centre. Ils bénéficient de la protection d'un des chasseurs du bog. Le bog étant en train de passer complètement le long de la ligne. Ça, c'est aussi un cas classique pour éviter d'être vu. Et probablement d'aller chercher un porte-avions ennemi. Alors là, franchement, l'aigle est très mal. Hein. L'aigle est le kamikaze air. L'aigle qui a lancé ses torpilles, c'est très dangereux ce qu'il fait parce que. Non, l'Isokazé ne s'en occupe pas. Je sais pas. Ah oui, l'Isokazé tente de torpiller le Mourmansk. Oui, c'est un concept. Donc là, encore une fois, lancer automatique. Donc, est-ce que les torpilles. Vous voyez, la majeure partie des torpilles sont écrasées, sont tombées dans l'île. Faites un lancer automatique, l'aigle s'en sort. Avec un lancer manuel, jamais ce serait arrivé. Ça. Ils ont perdu l'Isokazé. Et pendant ce temps, eh bien, regardez, les torpilleurs ennemis sont en train de faire le tour. Très dangereux. Très très dangereux. Alors, est-ce qu'il aura le temps de ramener ses chasseurs? Il s'en occupe pas, apparemment. Il a laissé ses chasseurs ici pour protéger les deux Farragut. Enfin, le protéger. Je crois que ça y est, il a vu le danger, il a fait demi-tour. Il a fait faire demi-tour à son Zuyo, qui revient à une place relativement classique. Bomber et tout, il a juste mis une bombe au but, c'est tout. Pour ce premier voyage. Là, le bog a été très réactif, puisqu'il a pris un des torpilleurs en ligne, et le chasseur de Papy, vous voyez, vient aider. Essaie d'intercepter le... Non, il faut qu'il attaque le bomber. Voilà, il attaque le bomber, non... Ouais. Il attaque le bombardier, tandis que le chasseur du bog termine les torpilleurs ennemis. Alors, petite astuce, regardez, pendant ce temps, le chasseur bog a trouvé le bog allié. Ça risque d'être une attaque en règle sur eux. S'ils ont découvert un des porte-avions. Donc, voilà quoi. Farragut a sorti l'aigle, bon coup. Et ben, ils ont perdu. Les rouges ont perdu deux de leurs 4 destroyers. Vous voyez, le chasseur, ici, le bog, surveille, donc il va faire des dégâts. Il surveille pour attaquer les bombardiers. Ici, les chasseurs de Papy ont repéré, ils suivent, ils se sont mis en collaboration pour leurs chasseurs. Et c'est la meilleure chose à faire. Hein. Quand vous jouez un porte-avions, surtout porte-avions japonais, et que vous êtes associé à un bog, associez vos chasseurs aux siens. Il est indispensable de... Alors que va faire le bog? Est-ce qu'il va l'aider?
Il n'a pas l'air. Non, il s'en occupe pas. Dommage, il aurait peut-être pu aider Papy. Là, c'est pas... Ouais, il va... Ouais, mais non, mais c'est... Il a aucune chance de rattraper le bombardier. Il aurait mieux fait d'aider Papy, qui va perdre ses chasseurs un peu gratuitement dans l'aventure. Oui, pas très réactif, là, le bog. Surtout que là, il y a à nouveau les chasseurs du bog ennemi qui arrivent et qui suivent les torpilleurs de Papy. Alors, les torpilleurs de Papy, vous les voyez, il le fait passer sur un Cleveland. Résultat, plus de chasseurs ennemis. Voilà. Voilà comment comment dirais-je, le chasseur du bog qui avait refusé d'aider Papy, enfin qui ne l'a pas aidé, il n'a peut-être pas fait attention. Hein. Voilà, il s'est acharné sur un bombardier, il n'a enlevé que 2 unités. Maintenant, il est attaqué par un chasseur supérieur en nombre. Résultat, il va perdre le bug là de ennemi aura détruit 2 escadres de chasseurs à lui tout seul. Un joli coup. Le Zuyo donc de Papy. Vous voyez la différence? Le bug il bouge pratiquement pas de place, mais il est très lent. Hein. Le Zuyo lui a déjà fait tout le tour et il revient derrière derrière sa flotte. Le Cleveland qui reste et le Kongu qui reste à défendre la base. Oui, c'est un concept étonnant. Alors là, j'ai pas suivi les torpilleurs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Alors voyons ce que font. C'est sur le fuseau, boum, boum, 2 torpilles au but et un incendie en prime. Ah, le fuseau a pris cher. C'est intéressant de voir comment là j'ai préféré vous montrer l'entente ou la non-entente ou l'entente imparfaite entre les deux chasseurs alliés. Les porte-avions ennemis s'acharnent sur ce pack là et perdent escadre sur escadre. Ici, on a le bombardier qui est en train désespérément de fuir le chasseur. Je crois qu'il a compris là. Il a compris. Il a pris des dégâts. Oui, il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est ici et qui a tiré sur le porte-avions. La flotte ennemie, elle aussi, est bien paquée, pas très loin de sa base. C'est une curieuse partie. Hein. Alors par contre, vous voyez que Papy, au milieu de sa flotte, récupère, est tout de suite au contact. Enfin, il est plus rapidement au contact. Le bog, lui, il longe les lignes là-haut. Et il met un temps fou. Et en plus, il n'est pas des réactifs, parce qu'il s'en va droit vers ce qui semblerait être l'emplacement d'un destroyer ennemi. Le kamikaze ou le Galante. Si à tirer au canon, c'est probablement plutôt le Galante. Voyons, c'est le Galante. Le Galante qui s'attaque maintenant au bog, qui essaie de faire des dégâts au bog, et qui essaie de torpiller le bog. Le bog qui a... Oui, quand même, il a tourné. Alors voyons le torpillage du Galante, qui tourne comme il peut. Ah là, il y a quand même l'ensemble de... Voilà, là, Galante qui se met dans un nuage de fumée. Et un joli tir très croisé. Alors, boum, et boum. Voilà comment on détruit un destroyer. Quand on est porte-avions, c'est un cas d'école. C'est un truc... c'est difficile à faire, on ne pense pas le faire, c'est tout. Mais dès qu'on a pris la main, dès qu'on sait le faire, c'est facile. Alors, moi, je ne sais pas encore le faire. Donc... La présence du porte-avions tout près de sa flotte. Et là, vous voyez, il revient à un endroit qui est traditionnel chez les porte-avions. Voilà, il n'est pas très loin de sa flotte. Lui permet de renvoyer ses avions, au combat de manière très régulière. Bon, là, il se sert toujours du Congo galissonnière. Le Cleveland, il est où? Ah, il a décidé de partir au combat quand même. Mais ils ont quand même pris une sacrée raclée. Ils ont perdu tous leurs destroyers. Alors que les ennemis n'en ont qu'un. Les destroyers ont pris très cher. De part et d'autre, d'ailleurs, c'est une curieuse bataille où les gros cuirassés n'ont pas été au contact. Le kamikaze, lui, est resté au centre. C'est peut-être uniquement pour ça qu'il n'a pas été détruit. Et là, il va sortir probablement le Cleveland, voyons.
Cleveland, ah non, le Cleveland va réussir à s'en sortir. Allez, on reprend. Comment ça se passe? Ça, pour l'instant, sont les chasseurs ennemis qui étaient un petit peu au centre, mais qui risquent de perdre un petit peu cher, prendre un peu cher. Papy qui demande de l'aide, probablement, non? Qui aimerait bien l'aide du chasseur, mais est-ce qu'il a encore des chasseurs, le bug? Il a été assez généreux. Là, le bomber ne rentre pas tout de suite à la base. Il se contente de spotter, de garder le spot. Le torpille sur l'Arizona. Comme tous les Américains, c'est un cuirassé qui a une bonne anti-air, même à ce tiers. Méfiez-vous. D'attaquer les cuirassés américains que vraiment avec des pincettes. Là, il faut sortir le fuseau, bien sûr. Tier 6, le cuirassé tier 6, c'est l'un des plus dangereux. Je pense que là, Papy devrait se faire une... Voilà, il fait deux attaques, une d'un côté, une de l'autre. Sortir le fuseau. Boum. Et là, un gros dégât sur l'Arizona. Pareil, hein, de toute façon, l'ennemi a poussé après que l'ensemble des destroyers était détruit, quasiment, de part et d'autre. C'est... voilà, quoi. Il n'y avait pas d'unité de commandement, il n'y avait pas de chaîne de stratégique cohérente, de part et d'autre. Là, l'un des porte-avions a décidé d'aller chercher le bug. On le voit. Alors, on va assister à la mort du bug, je suppose, puisque oui, Papy, de toute façon, récupère ses torpilleurs, donc on ne verra rien de particulier. Je pense que là, c'est couru d'avance. Le pauvre bug a beau filer à fond, à fond, à fond. Ce qui, pour un bug, est tout à fait important. Et ben là, il va prendre très cher. 4 torpilles au but. Eh non, la bombe n'a pas réussi à le sortir. Pendant ce temps, les anti-air de... Non, c'est pas les anti-air, c'est les chasseurs de Papy continuent à détruire des avions. C'est pas mal, hein, 12 avions. Donc là, il a récupéré son bombardier. Et alors, je me remets sur lui. Voilà, bombardier et torpilleur, prêt à partir. Le bombardier, lui, déjà fait route vers l'Arizona. L'Arizona qui a pas attendu le Bretagne derrière. Ah, intéressant, le kamikaze est trouvé. Est-ce qu'il va en sortir le destroyer? C'est un... Le chasseur de Papy qui revient. Voilà les torpilleurs qui arrivent, les torpilleurs, les voilà. C'est sur le Bretagne. Pas perdre son temps, effectivement, il a dû se dire que le kamikaze allait être protégé par le nuage de smoke de l'Arizona. Le Bretagne a une moins bonne ceinture anti-torpille. Donc pourquoi pas sortir le Bretagne en premier. Ça fera de gros canons en moins. Voilà. Cuirassé ennemi détruit. Il est tout seul, hein. Face à deux porte-avions, je ne l'ai pas dit, mais le bug a été sorti. Leur bug. Donc il est tout seul maintenant à essayer de faire le café. Et là, on va regarder sur la minimap et de visu, vous voyez, il a encore changé de place. Il a bougé énormément, il a fait presque autant de kilomètres qu'un navire de ligne. Là, il se frotte pas trop à l'Arizona, il se contente de le spotter, de garder le spot, sur les deux d'ailleurs. Les autres ennemis, on ne les voit pas. Il y a un Cleveland quand même. Alors est-ce que c'est lui? Non, c'est le Graf Spee. Graf Spee n'a pas quitté sa base. C'est très étonnant comme stratégie, des deux côtés d'ailleurs. Ils sont vraiment très étonnants. Chacun se bat de leur base. On dirait une bataille de tier 9, tier 10. C'est assez déconcertant. Le Zio a fait pratiquement plus de kilomètres que les autres. J'ai l'impression que tout l'ensemble des cuirassés réunis. Hein. C'est déconcertant.
torpilles, voilà les torpilles du kamikaze donc sur le Bayern. On essaye, Papy essaye de autant que possible ramener son chasseur sur le kamikaze pour qu'il soit spoté, mais il a aussi un travail, c'est celui de protéger. Et effectivement, il ne peut pas être partout. Il renvoie, alors on va le voir, voilà, il renvoie ses chasseurs. Ben oui, mais ce sera peut-être un peu tard, malheureusement, il l'a vu au dernier moment. De l'importance de ne pas perdre un des deux porte-avions, parce que le bug a fait un peu n'importe quoi à un moment donné. Bon, on retourne voir comment Papy flanque une bombe sur la tête de l'Arizona. L'Arizona qui a beau frôler les lignes, il s'en sortira pas. Vers un 4e kill. Allez, une torpille. L'Arizona résiste beaucoup mieux que le Bretagne aux torpilles. Et il a une inondation, non? Voilà, 4e kill. Mais ça ne suffit pas, ils ont encore extrêmement de... Ils ont pas mal de retard. Hein. On lui demande CV spot le DD, oui, bah il peut pas être partout. Il ramène son... Donc, on voit là, il ramène effectivement son chasseur au dernier endroit où était repéré le DD. Là, il vient de répondre, ok. Et il y a quelqu'un d'autre qui lui dit attention. Ah, c'est Papy lui qui lui dit par contre attention, il y a un navire qui est en train de remonter en colonne 1. On le voit en colonne 1, en train de contourner la flotte. Là, il a spoté le DD. Maintenant, c'est aux autres de faire le boulot. Il ne peut pas être partout. Hein. Par contre, chance, il a repéré le tuyau ennemi. Demande d'assistance. Ça peut avoir son importance. Là, il laisse définitivement le chasseur sur le kamikaze. Là. Ah, il faut quand même protéger aussi le Bayern. Un Bayern qui risque de se prendre les torpilles du kamikaze, mais c'était ou les torpilles du kamikaze ou celles du Juyo. Un peu inconséquent le Bayern, il va sortir. Ah oui, là, il y a vraiment beaucoup de torpilles sur le Bayern. Non, l'intervention des torpilles sur le torpilleur du Juyo a peut-être sauvé le Bayern. L'intervention des chasseurs sur le torpilleur. Le Juyo qui essaie de s'en tirer se prend deux torpilles, inondation. Est-ce qu'il va réparer? Oui, il a réparé. Donc attention, si les torpilles des torpilles mettent une autre inondation, il est fichu. Hein. On va voir ça. Il y a au moins 2 torpilles qui vont frapper. Boum. Non, une seule. Et pas d'inondation. Le Zio revient de loin. Le kamikaze continue à essayer de s'en sortir. Le Bayern va se prendre encore des torpilles. Le kamikaze, il faut faire très attention. C'est un classe Minekaze. Et il recharge extrêmement vite. Et là, le Bayern a eu vraiment beaucoup de chance. Par contre, vous voyez, Papy continue à garder son chasseur sur le kamikaze. Le Kongu n'arrive pas à s'en sortir. Ah, il a coulé, le juillet, il avait une inondation, je n'avais pas vu. Le Cleveland est en train de sortir un Kongu, ça c'est assez étonnant. Kongu qui a, oui, il a vu incendie, là, il s'en sortira pas. Le Bayern a coulé le kamikaze, mais le Cleveland a coulé le Kongu. Résultat, on est quand même dans une configuration assez sympathique pour eux, mais... Alors le bug, on n'a pas vu d'avion, et je pense que le bug n'a plus d'avion. Le bug ennemi. Donc il suffit de sortir le Cleveland qui s'apprête à rentrer dans la carte. Avec une équipe, vous voyez, un Galissonnière et un Bayern assez mal en point, et assez éloigné du cap, donc ça va être encore à Papy de... Je présume de faire le job pour le... Alors là, attaquer un Cleveland. Là, voilà les Cleveland. Ceci dit, est-ce qu'il faut mieux pas sacrifier effectivement ces torpilleurs, mais c'est quand même assez compliqué. La partie va s'arrêter là. Ils ont de très peu... Oh là, ça se joue à pas grand-chose.
Fin de la bataille. Voilà, c'est terminé. Donc on a vu une belle victoire. On va passer aux écrans. D'autant plus belle victoire que c'est quand même un Kraken en Zuio, avec le porte-avions qui était censé être dans le couple le plus faible des deux, ce qui est quand même assez énorme. Il a utilisé autant que possible l'appui qu'a pu lui donner le BOG pour nettoyer l'air. Le BOG adverse a visiblement eu beaucoup trop utilisé ses chasseurs à tort et à travers, puisqu'au bout d'un moment on l'a plus vu. C'est le problème du BOG, hein. On utilise ces chasseurs, on a l'impression qu'on est le roi du pétrole parce qu'on dégomme les chasseurs ennemis, surtout les chasseurs japonais. Mais voilà, si on tombe sur un porte-avions japonais qui est joué par un joueur qui a déjà de la bouteille, il utilisera les anti-air de son avion, mais aussi de son navire, mais aussi des navires alliés, ce que ne font pas forcément toujours les joueurs même moyens de porte-avions. 3000 d'XP, 83 000 de dégâts. Il a fait un petit peu moins de dégâts cette fois. Mais c'était compréhensible. Hein. Il n'a pas toujours eu la main sur ce qu'il pouvait faire. Et quand il a pu faire des dégâts, il a servi de spotter, puisqu'il n'y avait plus de destroyers pour faire le travail. Néanmoins, 5 navires détruits, ce qui est énorme. 16 avions détruits, c'est pas mal non plus. 14 torpilles au but pour 4 inondations. C'est un ratio... ouais, c'est le quart, quoi. Sensiblement le quart. 4 incendies pour 5 bombes. On voit que les bombardiers japonais sont plutôt intéressants. Alors, évidemment, premier, hein, encore une fois, avec beaucoup d'avance sur le second, le Queen Elizabeth, qui a fait 1 kill. Là, encore une fois, 66 km de parcouru. Il a beaucoup moins tanké, 122 400. 19 avions utilisés, 5 bombes au but pour 4000 de dégâts, 14 torpilles larguées pour 71 000. Il a fait 6000, pratiquement 7000 d'incendie, en dégâts d'incendie, très peu d'inondations, bizarrement. Donc il a coulé un Zuio, il a coulé l'Arizona, le Fuso. Tout ça, ce sont quand même pas des torpilles, à part l'Aigle, et il n'a pas coulé l'Aigle. Tous les navires qu'il a coulés, il leur a fait énormément de dégâts. Il leur a enlevé au moins 50% de leur vie à chaque fois. Hein. Donc, c'est pas des vols de kill. Hein. Voilà, on revient sur le Zuio. J'espère que cette vidéo vous montrant la manière de jouer les porte-avions très bâtières vous aura plu et vous sera utile si vous voulez vous lancer ou vous relancer dans les porte-avions. J'espère pouvoir faire la même chose avec les porte-avions américains, le 4 et le 5. Je vais voir si je le fais moi ou si je peux obtenir l'aide d'un ou de mes 2 collègues joueurs de porte-avions, on verra. D'ici là, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt, si vous le voulez bien.